Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, voici la suite de la troisième vidéo bilan 2023 consacrée aux films. Les films qui suivent ont été vus soit sur Netflix, soit au cinéma, soit en VOD sur ma box. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like et le petit commentaire. Et on est parti pour cette deuxième partie. Alors, là où j'en suis, on doit être à peu près, je pense, au mois de juin-juillet. C'est dans la même période que j'ai vu Miraculous, il me semble, et tout ça. Donc là, le prochain film dont je vais vous parler, c'est Mission Impossible Dead Reckoning, partie 1. Alors, pour l'histoire officielle, Ethan Hunt et l'équipe du FMI doivent traquer une nouvelle arme terrifiante qui menace toute l'humanité si elle tombe entre de mauvaises mains. Avec le contrôle et l'avenir et le destin du monde en jeu, une course mortelle autour du globe commence. Confronté à un ennemi mystérieux et tout-puissant, Ethan est obligé de considérer que rien ne compte plus que la mission. Ben, soit dit en passant, ça a toujours été comme ça, mais enfin bref. Quoique il y a un film, je sais plus lequel, où sa femme était en danger. Et là, il s'est vraiment plus focus sur sa femme, mais c'est le seul, hein, il me semble. Je sais plus si c'est Mission Impossible 2 ou 3, mais enfin bref. Donc, rien ne compte plus que la mission, pas même la vie de ceux qui lui tiennent le plus à cœur. Bon, avec le temps, Ethan Hunt s'est fait une équipe qui revient depuis maintenant quelques films déjà. Après, c'est vrai que dans ce film-là, il y a des personnages qui sont remplacés, entre guillemets. On va dire ça comme ça. Ça m'a un peu étonnée, mais bon, pourquoi pas, ils essaient peut-être de changer un petit peu. Et puis, il me semble que c'est le dernier Mission Impossible de Tom Cruise. Donc, on va dire, ils ont fait pas mal de films ensemble, donc voilà quoi. Enfin bref, il me semble que ce Mission Impossible dure quand même. C'est un des films qui est le plus long, il me semble. Il dure 2h40. Moi, j'ai trouvé que ça durait une éternité. Et pourtant, bon, on reviendra après dessus. Mais bon, ça dure longtemps, le film. Et qui plus est, j'avais pas fait gaffe que c'était en deux parties. Je l'ai vu au moment de prendre le ticket, mais c'est vrai que je n'avais pas spécialement regardé l'actu du film, donc je ne savais pas que c'était en deux parties. Je me suis dit, bon, ben, tant pis, c'est pas grave, on était déjà là. En fait, pour vous expliquer un peu le contexte, on est parti au cinéma avec ma mère et mon neveu, et c'est vrai que on a essayé de trouver un film qui plaît à tout le monde, et c'est pas évident qu'on va comme ça au cinéma à plusieurs et qu'on a tous certainement des goûts différents. Donc bon, et en plus il fallait aussi un film que mon neveu avait pas encore vu, un film qui pourrait plaire à ma mère. Moi, à la limite, c'était pas grave, mais le film qui, pour moi, convenait à tout le monde, c'était celui-là, en fait. Mais c'est vrai que il était en deux parties, donc c'est un peu dommage, surtout sur un film qui dure aussi longtemps. Personnellement, je pense qu'ils auraient pu largement conclure le film en une fois, en fait. Alors, pour vous donner un peu mon impression sur le film, c'est que il y a beaucoup d'action. Alors ça, franchement, il n'y a pas de souci. Mais j'ai trouvé que l'histoire était assez basique. Après, on développe pas vraiment... Enfin, on explique un petit peu l'intrigue au début. Donc apparemment, je ne sais plus quel pays a développé une technologie. Et la personne qui met la main sur la technologie peut commander, je crois, n'importe quelle arme ou je ne sais quoi. Je ne me rappelle plus trop. Ouais, faut pas oublier que ça remonte à l'année dernière. Et que du coup, cette arme se retrouve au bord d'un sous-marin, de ce que j'ai compris. Et pour pouvoir accéder à l'arme, il faut des clés spéciales. Et que du coup, on demande à l'équipe de Mission Impossible de récupérer ces clés pour récupérer l'arme.
En soi, l'histoire, en tout cas pour la partie 1, c'est ça. Et ben, ça se résume à quoi le film? Ben, c'est des courses-poursuites. La clé se fait, entre guillemets, voler par une voleuse. Et ils vont essayer de courser cette voleuse tout le long du film. Alors, il me semble qu'il y a peut-être 2 ou 3 grosses scènes où bah, c'est vraiment très rythmé, il y a plein de cascades, il n'y a vraiment pas de souci. Mais je trouve que c'est plat. C'est plat, à part le contexte qui est mis dès le départ, mais il y a rien d'autre. Après, c'est que de l'action. Il y a pas de... L'histoire n'avance pas du tout sur le premier film. C'est juste, on poursuit la fille pour récupérer la clé. Voilà, c'est tout. On a une scène au niveau de l'aéroport. Il y a une grosse scène dans la boîte de nuit. Il y a la scène dans la ville. Et on a une scène dans le train avec la plus grosse cascade pour ce film-là de Tom Cruise avec la moto. Je sais plus si c'est lui qui l'a faite ou pas, mais comme la plupart du temps c'est lui qui fait ses cascades, donc peut-être qu'il y avait aussi son doubleur si c'était trop dangereux, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, le film, t'as ces 4 grosses scènes d'action, et après le reste, comment vous expliquer? C'est que le film, il est divisé en 4 parties et présente ces 4 scènes d'action. Après, on a quelques passages avec les personnages. On va revenir un petit peu sur 1 ou 2 personnages, surtout la fille et la voleuse. Mais sinon, ses autres coéquipiers, bon, ils n'ont pas de backstory, mais de toute façon, il me semble qu'ils n'ont jamais eu de backstory sur les autres films. Ce sont des visages connus des Missions Impossibles, mais on n'en sait pas vraiment plus sur leur histoire. Donc voilà, ils sont là, ils font leur taf. Ben, Ethan, toujours, enfin Tom Cruise, il est vachement bien au niveau des actions et tout, il y a pas de souci, mais voilà quoi. Franchement, j'ai trouvé ça creux. J'ai trouvé ça creux, mais j'ai pas passé un mauvais moment parce qu'il y a beaucoup d'actions. J'ai trouvé par contre long. J'ai trouvé ça long. Et au final, quand tu résumes le film, bah, t'as 4 grosses scènes d'action sur les 2h40 de film. Et puis voilà. Par contre, ce que j'ai trouvé vraiment bizarre, c'est que j'ai pas trop entendu parler du film. J'ai pas vu passer de critiques sur le film au moment où il est sorti. Ça m'a étonnée. Après, c'est vrai qu'il est sorti peut-être dans une période où, je sais plus, il y avait quoi en face, mais il me semble qu'il y avait un gros film aussi en face de ce film-là. Bougez pas, je vais vous dire c'était quoi si j'arrive à retrouver. Alors, petite recherche. Donc, je vous disais, il y avait des gros films en face et effectivement, il y avait Barbie et Oppenheimer qui a vachement buzzé en juillet 2023. Les films sont sortis en juillet 2023 et il me semble qu'à l'époque, je me suis dit, le Mission Impossible, en fait, est sorti, je crois, la même semaine et il s'est fait complètement bouffer par Oppenheimer et Barbie, en fait. Moi, je pense que c'est ça, hein. Après, c'est ma vision des choses parce que je me suis dit, c'est bizarre qu'on parle pas du tout, que je vois pas passer de critiques sur Mission Impossible. Mais bon, voilà, après, beaucoup d'action, on s'ennuie pas, mais c'est très long. J'ai trouvé ça long et un peu vide, quoi. Au niveau de l'histoire, c'est hyper vite. Après, peut-être dans la partie 2, ils vont plus se concentrer sur l'aspect peut-être un peu espionnage, machin, etc. Mais en tout cas, sur cette première partie, pas trop. C'est vraiment action, action, action. Avec un peu d'espionnage, mais vite fait, quoi. Enfin, je trouve qu'ils ont perdu tout ce côté un peu comme dans Mission Impossible 1 ou 2, où t'as vraiment tout le côté psychologique, machin, etc. Où on essaie de piéger, machin, enfin, qui a toute une conspiration derrière le film. Et alors que là, c'est complètement axé sur de l'action. Après, pourquoi pas, hein, je veux dire. Mais bon, malheureusement, je sais pas si il a été rentable ou pas le film du coup, mais il est sorti la même semaine que. Je crois qu'il est sorti la même semaine, hein, ou en tout cas,
c'était en juillet sûr, mais voilà, je me rappelle, je me dis, ah ouais, il y a quand même deux mastodontes et tout ça en face. Et je m'étais fait la réflexion, je me dis, mais pourquoi ils ont sorti le même jour en fait? Donc je suis quasiment sûre que c'était un truc comme ça. Enfin bref, pour moi, Mission Impossible, ça se regarde bien. Ma mère a beaucoup aimé. En plus, le film était long, donc je pensais qu'elle allait s'ennuyer, mais elle a beaucoup aimé le film. Et à chaque fois, elle me dit, bah, il sort quand la suite? Donc, de ce que j'ai vu, ça sort en 2025. Attendez, je vérifie la date exacte, hein, que je vous raconte pas de conneries. Non, ça va, je vous raconte pas que des conneries. Donc, il doit sortir normalement en mai 2025. Donc, il y a encore le temps de voir. Je comprends pas pourquoi il y a une aussi grande distance. J'avais cru lire que ils avaient tourné les deux films en même temps. Donc, je sais pas. 2 ans, c'est beaucoup quand même, hein. Mais bon, passons. Ça, c'était pour Mission Impossible. Ben, du coup, on est au 7, je crois. 7 ou 8. On doit être dans ces eaux-là. Donc, ensuite. Alors, le film que j'ai vu ensuite, c'est le film Blue Beetle. Pour la petite histoire, Victoria Cord est la dirigeante de l'entreprise familiale Cord Industries depuis la mort de son frère et fait mener, on va dire, des espèces de fouilles pour trouver un ancien artefact extraterrestre dans une région montagneuse de l'Antarctique. Jamie Reyes est un jeune adulte américain d'origine mexicaine. Après avoir fini ses études, il retourne chez ses parents à Palmera City, où il apprend que sa famille s'est endettée pour qu'il puisse finir ses études. Alors, pour pouvoir les aider et les rembourser, il décide de rechercher un emploi. Et c'est là qu'il tombe, je sais plus trop comment ça se passe, mais il va tomber sur la nièce de Victoria Cord, qui lui qui lui donne un rendez-vous pour un entretien et qui au final lui confie dans un moment de panique une boîte. Une boîte où elle lui dit de surtout pas l'ouvrir. Mais de retour chez lui, Jamie finit par ouvrir la boîte, on va dire sous l'influence de sa famille, et il va découvrir une petite sculpture d'un scarabée bleu métallique, et l'insecte tout d'un coup se met à prendre vie, on va dire ça comme ça, et décide de fusionner avec le jeune homme qui va devenir Blue Beetle, un super-héros à la force surhumaine. Bon alors, que dire? J'ai hésité à aller voir le film, franchement, j'étais pas sûre. J'avais bien aimé la bande-annonce, j'avais trouvé les effets spéciaux plutôt sympathiques. Désolée, petite interruption, ça a coupé, je sais pas pourquoi. Enfin bref, je vous disais, j'avais bien aimé la bande-annonce, j'avais trouvé les effets spéciaux plutôt bien réalisés, mais j'avoue qu'au niveau de l'histoire, je me demandais de quoi allait parler le film en fait. Bon, j'ai pensé que ça allait être une origin story de Blue Beetle. Je me suis dit, je connais le personnage par rapport au dessin animé Justice Young Justice, je crois, ou un truc comme ça qui passe, je sais plus sur quelle chaîne. Donc, le personnage y est dans ce dessin animé-là. Young Justice? Bon, je mettrai le bon titre si je retrouve. Et c'est vrai que son histoire est assez simple en fait. En tout cas, dans le dessin animé, c'est assez simple. Et j'étais en train de me demander, mais ils vont raconter quoi dans le film? Franchement, je me suis posé la question. Mais je me suis dit, bon, allez, on va quand même le voir, on va voir ce que ça donne. Donc, je l'ai vu, et c'est vrai, mon impression par rapport à la bande-annonce et à mes appréhensions, en fait, ça s'est confirmé quand j'ai vu le film. Dans le sens où les effets spéciaux sont vraiment très bien réalisés. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était très bien fait au niveau de son armure, au niveau de sa transformation et tout ça. Mais au niveau de l'histoire, c'est extrêmement simple en fait. Comment dire? C'est juste qu'on montre comment il entre en possession du scarabée et après il se fait courser parce qu'il veut récupérer le scarabée. En fait, l'histoire, ça se résume à ça en gros. Et toute la partie avec la tante qui veut récupérer le scarabée et tout, il y a une petite backstory si vous voulez. D'ailleurs, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Suzanne Charandon dans un film et tout, donc c'était un peu bizarre de la voir en méchante, mais bon, pourquoi pas.
Mais c'est vrai que ce qui m'a énormément, mais énormément dérangée, c'est l'histoire. Elle est sans doute très classique et basique, mais c'est surtout toute la partie avec la famille. Alors, il précise dans le synopsis que c'est une famille d'origine mexicaine. Alors, c'est peut-être pour ça qu'ils sont très très famille ou machin. Je sais pas si ils ont précisé ça exprès, mais la famille est beaucoup beaucoup trop présente. Peut-être hein, que c'est l'origine story de base du personnage, mais j'ai trouvé ils étaient beaucoup trop. Comment vous dire ça? Je sais pas comment vous expliquer ça, mais oui, ils étaient beaucoup trop présents. Ils étaient limite, je vais pas dire encombrants. C'est un peu méchant parce que bon, ils ont quand même leur petite utilité par moment, mais j'ai trouvé ils étaient trop présents, surtout l'oncle là, comme par hasard, qui est super fort en mécanique ou je ne sais quoi. Mais bon, bref, passons. Mais c'est vrai que pour moi, je sais pas. Cette partie avec la famille, ça m'a vraiment dérangée. Je sais pas pourquoi, mais je les ai trouvés omniprésents. Je les ai trouvés parfois oppressants, à être toujours là, à toujours être sur le dos du gars, enfin du gamin. Enfin, c'est pas un gamin, hein, c'est un adulte. Mais je sais pas. Après, c'est peut-être pour ça qu'ils ont bien précisé mexicain, parce que j'imagine que c'est peut-être aussi dans... Je connais pas, hein, je connais pas, c'est des supputations de ma part, mais j'imagine que dans ce genre de famille d'origine mexicaine, peut-être que la famille est très présente et c'est pour ça que bah, ils ont fait ça comme ça, je sais pas. Mais moi, personnellement, ça m'a un peu saoulée, j'avoue. Mais bon, à part ça, c'est une origin story assez classique, on va dire. Il n'y a rien de spécial, quoi, en fait. Et c'est ce que je craignais hein, par rapport au film. Après, de ce que j'avais lu à l'époque, je sais pas si cette origin story va être prise en compte dans le nouveau DCU de James Gunn, je sais pas du tout. Là, j'avoue que j'avais entendu que certains films, ils allaient reprendre les personnages, mais que les films qui sont sortis avant le reboot ne seront pas canons à l'univers par la suite. Si je vous dis pas de bêtises. Là, c'est vraiment des souvenirs d'articles que j'ai lus à l'époque par rapport au film. Mais bon, franchement, le seul truc qui m'a plu dans ce film-là, c'est vraiment les transformations de Blue Beetle et c'est vraiment l'utilisation de l'armure en fait. Mais ça fait pas tout, ça fait pas un film quoi. Voilà, j'ai trouvé ça très très basique. Un peu décevant hein, parce que je sais pas, je m'attendais peut-être à un peu plus de choses, un peu plus de profondeur dans l'histoire et c'est pas du tout le cas quoi. C'est vraiment on vous présente les origines de Blue Beetle et puis voilà, ça va pas plus loin. Après peut-être qu'ils pensaient faire un deuxième film ou peut-être qu'ils voulaient voir si le personnage allait marcher. Je ne sais pas. Ou est-ce que c'était juste justement une origin story pour pouvoir après l'introduire dans les autres films du DCU? Qui sait? Mais si il l'introduit dans d'autres films, franchement, faut laisser tomber tout l'aspect familial derrière parce que c'est vraiment prise de tête. Je les trouve, je trouve pas le terme, mais un peu encombrant, mais vraiment chiant. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais vraiment hyper. Ah, j'ai pas le terme. Je suis désolée, j'ai pas le terme. Mais voilà. C'est ce que je voulais dire sur le film. À part ça, franchement, il n'y a pas grand chose à dire, quoi. C'est vu, du vu et revu, quoi. Donc voilà, pour Blue Beetle. Le prochain film que je veux vous parler, c'est un film que j'ai découvert vraiment par hasard sur Netflix, qui s'appelle Nowhere. Franchement, ce film, il m'a touchée et j'ai été surprise par ce dernier. Même si au début j'étais pas trop convaincue, mais bon. Alors pour l'histoire, Mia et Nico décident de quitter l'Espagne en raison d'une crise mondiale qui a provoqué une pénurie de produits de première nécessité.
Et en fait, le gouvernement, pour pallier à ça, décide de tuer les civils. Il tue les civils, il kidnappe les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes. En fait, ils sont partis dans un système complètement génocidaire, en fait. Donc voilà. Et pour pouvoir échapper à ça, Mia et Nico décident de s'enfuir en faisant appel à des passeurs. Ouais, je pense qu'on peut dire que c'est des passeurs. Et malheureusement, pendant leur traversée ou pendant qu'ils devaient être transférés, Mia et Nico sont séparés et par plein de concours de circonstances, Mia va finir par se retrouver seule au bord d'un container qui se fait embarquer sur un bateau, mais suite à une tempête ou quelque chose comme ça, son container tombe à l'eau. Et elle va se retrouver seule, enceinte, prête à accoucher au bord de ce container qui est complètement fermé et qui, malheureusement pour elle, n'a pas non plus grand-chose à lui offrir. Ce film, Mamma Mia, franchement, je me suis dit, mais c'est sûr que ça va mal se finir. J'étais là. Alors franchement, je peux pas vous raconter plus parce que justement, en fait, le plus intéressant dans ce film, c'est de savoir si elle va s'en sortir, si elle va survivre à ce qu'elle est en train de vivre. Le film repose uniquement sur la prestation d'Anna Castillo. J'étais là, je me suis dit, mais waouh, comment ça a dû être un enfer à tourner ce film. C'est vraiment un huis clos dans un, je sais pas combien un container ça fait, mais dans un container, t'es complètement enfermé et tout, et franchement, c'est hyper intéressant. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent, donc comme je veux pas vous spoil le film, parce que si vous avez eu l'occasion de le voir sur Netflix, n'hésitez pas à le voir. Alors, attendez, je regarde s'il est toujours disponible. Bougez pas. Oui, c'est bon. Au moment où je tourne ma vidéo, c'est toujours disponible. Et ce film est vraiment... C'est... Bon, alors, est-ce que c'est surréaliste? Je sais pas. Je pourrais pas vous dire, parce qu'évidemment, il y a des choses qui se passent qui font que, il y a des choses qu'elle peut faire et qu'elle peut pas faire. Je veux pas rentrer trop dans les détails. Mais il y a des choses où je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment possible de survivre à ce qu'elle subit durant tout le film en fait. Franchement, je ne sais pas. Après, il y a une émission comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui passait à la télé, où justement on raconte l'histoire de personnes qui survivent à des situations un peu extraordinaires comme ça. Je me rappelle, j'étais tombée sur une émission où tu as une fille qui se pomme dans les... Comment on appelle ça déjà? En Amérique, là où c'est pas le désert, il y a plein de... Ah, si je vous retrouve le nom de l'émission, je vous le mettrai. Mais justement, où la fille se pomme, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas... il y a un nom, ça qui... C'est un endroit connu en Amérique et tout. D'ailleurs, je me demande si c'est pas dans la zone indienne ou je sais plus quoi. Où elle se pomme carrément dans un espèce de labyrinthe naturel et elle survit en fait et elle passe je crois des jours et des jours et des jours limite de l'hypothermie de plus pouvoir au niveau de la soif du manger enfin bref et malgré toutes ces journées perdues elle a survécu et c'est pour ça que je dis qu'il y a des histoires comme ça, des histoires vraies, hein, où on montre des personnes qui survivent à des situations où tu te dis que c'est pas possible de survivre. Mais c'est pour ça que quand je vois des films comme ça, je me dis, mais est-ce que c'est réaliste en fait? Est-ce que vraiment une personne peut survivre à ça? Mais bon, voilà. En tout cas, ce film est exclusivement sur le jeu d'acteur d'Anna Castillo. Franchement, j'ai trouvé excellente dans ce rôle-là. C'est vraiment un film à voir. Est-ce qu'elle survit? Est-ce qu'elle survit pas? Vous le verrez si vous verrez le film. Je veux pas en dire plus, mais dans tous les cas, elle passe par tellement de choses que tu te dis, c'est pas croyable. Et en fait, dans le même style de film,
J'avais vu aussi sur Netflix un film qui s'appelle Respire. Non, c'est pas un film, c'est une série, je crois. Qui s'appelle Respire ou Respirer ou Respire. Attendez, je vérifie le nom, quittez pas. C'est Respirer, c'est une série qui présente pareil une jeune femme qui décide d'aller je sais plus où. Ah zut, elle doit se rendre à un endroit et il y a une espèce de tempête qui se passe, mais comme elle doit absolument y aller et tout, elle fait un peu le forcing et elle décide de partir avec un gars qui devait prendre un hydravion, je sais pas, un truc comme ça. Donc malgré le temps, il décide de partir et malheureusement il arrive un accident et elle se retrouve paumée dans une forêt en fait, une forêt en Amérique, je sais plus, c'est pas l'Amazonie je crois pas, mais elle se trouve paumée en pleine forêt et tout sans rien. Et c'est pareil, c'est de la survie, elle essaie de sortir de la forêt, elle se paume, limite elle devient perturbée parce que elle a plus son sens de l'orientation et tout ça. En fait, c'est un peu le même style de film de survie. Enfin, personnellement, j'aime bien ces films-là. Et si vous avez l'occasion de voir aussi, ben franchement, je vous conseille. C'est sur 8 épisodes ou 6 épisodes, je sais plus trop. Et franchement, c'est pareil. Tout le film repose sur la prestation de l'actrice, en fait. Et c'est pas le même contexte, mais c'est pareil, tu te dis, mais comment c'est possible? Est-ce que c'est possible déjà de tomber dans une situation pareille et de survivre à ça? Franchement, ça te fait poser plein de questions. Mais bon, voilà. En tout cas, pour revenir à Nowhere, je vous conseille fortement le film qui est encore disponible sur Netflix et la série Respirer aussi est toujours disponible si vous aimez ce style d'histoire. Donc voilà, je vous conseille les deux. C'est impressionnant. Enfin, moi, je trouve ça impressionnant. De toute façon, dès que ça touche à la survie, je trouve ça impressionnant. L'être humain est quand même capable de beaucoup de choses quand il est vraiment poussé à l'extrême. Après, vous me direz, c'est des séries. Oui, je sais, mais y a parfois des trucs qui sont tirés de faits réels, en fait. Et justement, si je vous retrouve cette émission qui présente justement des cas de survie extrêmes et tout ça, je vous la mettrai aussi en barre de description ou soit en commentaire. Bref, il y a plein de choses comme ça où moi j'ai trouvé ça intéressant. Mais c'est vrai que je me pose la question si c'est réaliste. Je ne sais pas. Mais bon, voilà. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié les deux, le film et la série. Donc, bah, je vous conseille sans problème. Alors, on continue sur les films que j'ai vus sur Netflix. Je vais vous parler du film. C'est un film allemand qui s'appelle Paradise. Pareil, je suis tombée vraiment par hasard dessus. J'ai trouvé que le synopsis était assez original et c'est pour ça que du coup j'ai fini par le regarder et effectivement l'histoire est assez originale. C'est la première fois que moi perso je vois une histoire qui traite de ce sujet-là. Mais bon, pour vous raconter, E.ON est une entreprise de biotechnologie qui permet de transférer des temps de vie entre personnes. En gros, c'est un système qui va demander aux plus pauvres de vendre une partie de leur vie, payer assez cher. En tout cas, il y a des personnes qui négocient le temps de vie contre de l'argent. Et les personnes les plus riches, en fait, profitent de ce temps de vie et rajeunissent et du coup rallongent leur vie de riches. Donc dans ce contexte-là, il y a Max qui est justement un employé de cette entreprise qui va être pris dans tout un traficotage. Pour vous expliquer, Max travaille énormément pour l'entreprise, il fait énormément de contrats, même si pour les parents de sa femme, c'est pas très moral ce qu'il fait. Mais bon, lui, tout ce qu'il veut, c'est évoluer dans l'entreprise pour justement avoir un très bon salaire. Sauf que sa femme, qui est médecin, je crois, un truc comme ça, veut avoir une meilleure vie, veut un meilleur appartement. Et pour cela, elle va mettre en jeu une partie de sa vie. Et de ce que je me rappelle, lui, il n'était pas au courant qu'elle avait fait ça. Mais bon, je sais pas, tu vis dans un superbe appart, tu te poses pas la question de comment c'est possible. Enfin bref.
Bref, il me semble qu'il n'est pas au courant qu'elle a fait ça, dans son dos en fait, mais il y arrive un problème qui fait que sa femme se retrouve à devoir, pour régler une dette, donner une très grosse partie de sa vie. Limite, je crois, c'est la moitié de sa vie. Donc, à partir de là, ben, Max va comprendre qu'il y a un problème avec le système. Tu m'étonnes, tant qu'ils n'étaient pas pris dedans, ça allait. Mais dès que ça a commencé à s'attaquer à sa femme, bah, oui, le système, clairement, il y a un problème. Bref, donc le film va proposer justement une vision du monde. Enfin, pour moi, je trouve que c'est une vision assez dystopique d'une société qui achète de la vie. Et ça m'a vachement étonnée comme concept parce qu'il me semble que j'ai jamais vu ça au niveau d'un film. Et pourtant, j'en ai vu des films. Mais c'est vrai que je me rappelle pas avoir déjà vu ce concept-là. Que des gens sont prêts à vendre une partie de leur vie pour améliorer leur vie actuelle. Pourquoi pas? Enfin, pourquoi pas? Bah après, c'est vrai que dans cette société-là, il y a énormément de gens qui vivent dans des bidonvilles. Tu vois qu'il y a vraiment une société très très pauvre contre une société qui vit dans la ville et aisée. Et les gens, pour sortir de ce bidonville-là, bah, ils ont que ce moyen-là. Ils ont pas d'autre monnaie d'échange que ça, en fait. Et c'est vrai que ça fait poser quand même des questions. Malgré tout ce qui se passe après comme conséquence au niveau de Max et de sa femme, sans parler du fait que c'est un processus qui a l'air d'être très très douloureux. En tout cas, dans le film, ça a l'air d'être un process hyper douloureux. Et en plus, c'est que tu ne peux pas revenir en arrière, quoi. C'est limite, tu as signé un contrat, ben, on t'oblige à faire ce contrat. Il n'y a pas de prison, il n'y a rien. On t'oblige. Donc c'est vrai que le film m'a vachement surpris par ce côté-là. Alors c'est, comment vous dire, il y a pas d'effets spéciaux extraordinaires, hein. On voit juste un peu le vieillissement de la personne et encore, je crois que c'est fait un peu en hors champ. C'est vraiment, on va dire, c'est vraiment le concept qui est étonnant. Et bien sûr, il y a deux choses qui se passent, hein. Mais c'est vrai, c'est le concept qui est étonnant. Sinon, le film, il propose pas de faits spéciaux extraordinaires. Il y a pas, c'est pas filmé de manière. Ça ne propose rien de spécial au niveau du film, en fait, au niveau visuel. Au niveau montage, c'est très basique, c'est vraiment l'histoire qui est mise en avant. Et j'ai été étonnée aussi comment le film tourne, parce que à certains moments, on te pose entre guillemets, t'as déjà la question morale de départ, c'est-à-dire de vendre une partie de sa vie, mais t'as d'autres choses qui se passent par la suite qui est tout aussi morale. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce film, en fait, c'est toutes les questions, bah oui, de moralité. Est-ce que dans la situation de ces personnes-là, tu as géré de cette manière-là? C'est possible, c'est ça le pire, c'est que c'est possible. Et j'ai trouvé vraiment intéressant toutes les propositions qu'ils font. Voilà, en tout cas, je peux pas aller plus loin, sinon bah, je suis encore dans du spoil, donc on va éviter ça. C'est un film qui fait pas de mine et qui propose un concept assez étonnant et original. Donc moi, je vous le conseille. Je n'ai pas vu beaucoup de critiques sur ce film. Je crois qu'il est plutôt passé inaperçu. Mais s'il est encore disponible sur Netflix, perso, je vous le conseille. Voilà. Pour le prochain film que je devais vous parler, bah, c'est The Marvels. Comme je vous ai expliqué dans la critique du film, j'ai préféré faire une critique à part parce que sinon ça allait faire une vidéo beaucoup trop longue si je l'avais inclus dans la vidéo bilan. Donc vous pouvez la voir, elle est disponible si vous ne l'avez pas encore vue. C'est le dernier film que je suis allée voir au cinéma, The Marvels, avant le film qu'on va aborder en dernier. Donc voilà, c'est parti pour le dernier film de la vidéo bilan. Le dernier film que j'ai vu, c'est le film Oppenheimer. Alors, il s'agit d'un film biographique et d'une adaptation du livre Robert Oppenheimer, Triomphe et tragédie d'un génie, livre qui est sorti en 2005. Le film va présenter une narration non linéaire
de la vie de Robert Oppenheimer, ça va, on va dire, mettre des périodes du présent et en même temps des périodes du passé, en utilisant du noir et blanc et de la couleur pour bien distinguer les deux périodes. Donc on va aller des années, des jeunes années de Robert Oppenheimer à Cambridge jusqu'à Los Alamos. Après, on va suivre son audition sur la sécurité en 1954. Et après, il y aura son audition parlementaire avec Strauss en 1959. Donc en fait, l'histoire va résumer ces trois parties importantes de sa vie en suivant un certain... Enfin, c'est chronologique, mais c'est entremêlé du passé et du présent au moment où on raconte l'histoire. Donc voilà. Concernant le film, je ne l'ai pas vu au cinéma. J'avais hésité à aller le voir, mais quand j'ai vu la durée, 3 heures, j'ai trouvé ça hyper long. Et il faut dire que le thème même du film, concernant la bombe atomique, ça me disait pas trop grand chose en fait. Finalement, en fin d'année, j'ai eu un code pour un film sur ma box et comme il était déjà dispo en VOD, je l'ai pris pour voir ce que ça donne. Alors, on va donc suivre une biographie du créateur de la bombe atomique. Alors, d'après les quelques articles que j'ai lus, ce film est une adaptation très fidèle de la réalité historique de la vie d'Oppenheimer, même si quelques points ont été édulcorés ou modifiés ou sont à controverse, notamment l'histoire de la pomme au cyanure. Ça, apparemment, il y a eu controverse là-dessus parce que l'arrière-petit-fils ou le petit-fils, je sais plus, d'Oppenheimer a dit que ça s'est pas passé et qu'il n'y a pas eu de preuves par rapport à ça. Enfin bref, en tout cas, on va pas s'attarder sur les conséquences de l'utilisation de l'arme pendant la guerre. On va surtout suivre sa conception et montrer toutes les intrigues politiciennes qu'il y a derrière l'exclusion d'Oppenheimer. Après, on a la partie du film où on essaie de lui enlever son accréditation. Du moment, de toute façon, où l'essai de la bombe est concluant, même en ne connaissant pas l'histoire, j'ai pensé direct à ce qui allait se passer par la suite. C'est tellement logique que le gouvernement allait réagir comme ça, surtout dès que tu as des militaires dans le projet. C'est assez logique en soi. Concernant Oppenheimer, le film semble suggérer que ce dernier a commencé à avoir des problèmes de conscience après que les militaires l'ont éjecté du projet. Mais franchement, ça me paraît bizarre qu'il n'ait pas pris conscience de ça avant. Je ne sais pas. Il est intelligent, donc j'ai trouvé ça bizarre. Mais bon, peut-être était-il omnubilé par son expérience et qu'il n'a pas du tout pensé aux implications et aux dérives qu'il pouvait y avoir ensuite par les militaires. Peut-être croyait-il vraiment qu'il aurait eu son mot à dire sur l'utilisation de son arme par la suite. Franchement, j'en doute, mais si il a vraiment pensé ça, il a été très naïf vis-à-vis des militaires et je sais pas, il est intelligent, il aurait dû penser à tout ça. Mais sinon, comme je disais, il était complètement omnubilé par son expérience et voilà, c'est qu'après il a pensé à tout ça. Sinon, de ce que j'ai compris concernant le politicien Strauss, il va mener une vendetta contre Oppenheimer. Alors, il a vraiment pris en grippe ce dernier, allant conspirer contre lui, à essayer de le piéger parce que ce dernier l'aurait contredit, ou par rapport à une conversation qu'auraient eu Oppenheimer et Einstein, et il a cru que Oppenheimer était en train de parler sur lui. J'ai trouvé ça vraiment hallucinant. J'ai trouvé qu'il avait un ego surdimensionné, le politicien. Juste parce que Einstein l'a pas parlé après avoir parlé à Oppenheimer, il était persuadé qu'Oppenheimer avait raconté un truc sur son dos. Et pendant tout le long du film, cette anecdote d'Oppenheimer parlant à Einstein revient souvent. Donc, si sa haine vient de là, c'est hallucinant parce qu'en plus, à la fin du film,
ils disent qu'ils n'ont pas du tout parlé de Strauss et ils étaient en train de parler de la bombe atomique en fait. Donc aucun rapport avec lui. Et j'ai trouvé ça quand même hallucinant que le gars parte dans une vendetta ou dans une guerre contre Oppenheimer juste pour ça, quoi. Je sais pas, j'ai trouvé ça tellement ridicule. Bon, enfin bref. Que dire? Pour ma part, j'ai trouvé que le film était très long. D'ailleurs, j'ai pas pu le regarder d'un coup, hein. Je crois que j'ai regardé un morceau le soir et j'ai continué dans la journée le lendemain. J'ai été un peu perdue parfois au niveau des explications qu'ils donnent, des termes qu'ils utilisent, etc. Ou même par rapport aux protagonistes du film, parce que à un certain moment, il y a tellement de personnages que sincèrement, je savais plus qui était qui. Bon, si il y a un petit regret que j'ai par rapport au film, c'est qu'on n'aborde pas vraiment les conséquences de l'utilisation de la bombe. Mais bon, j'imagine aussi qu'ils ne voulaient pas que cela devienne un film trop moralisateur, j'imagine. En fait, ils en parlent vite fait, mais pas au point de montrer les dégâts que provoque l'utilisation d'une telle arme. Après, je me dis que par rapport aux Japonais, c'est aussi un moment très dur de leur histoire, et peut-être que ça aurait été délicat aussi de reparler des attaques sur Hiroshima et Nagasaki, et que on les aurait peut-être reproché de faire dans le voyeurisme ou dans le malsain s'ils avaient montré plus. Franchement, je sais pas. Moi, je pense que ça aurait été bien justement de montrer ça pour dire attention. Il faut pas déconner. Je pense que c'est qu'il faut pas déconner avec ça, mais peut-être réveiller un peu les consciences par rapport à ça. Mais bon, c'est vrai que c'est peut-être délicat d'aborder ce sujet-là. Je sais pas. Après, c'était axé sur Oppenheimer, donc c'était pas axé sur la bombe atomique, donc voilà. Bref, je dirais que je n'étais pas spécialement intéressée déjà de base par le sujet du film, et au final, j'avoue que je ne comprends pas vraiment l'engouement qu'a suscité le film au moment de sa sortie. Mais bon, après, c'est pas mon style de film, donc c'est peut-être pour ça que moi, j'ai rien trouvé d'extraordinaire, quoi, en fait. Donc voilà pour le dernier film que j'ai vu en 2023. Alors c'est la moitié du montage. Je suis en train de finaliser la vidéo et au moment où je suis en train de monter, les Oscars ont eu lieu il y a une semaine à peu près, oui c'est ça, une semaine. Et Oppenheimer a été récompensé par pas mal d'Oscars du coup. Juste pour info, il a reçu l'Oscar du meilleur acteur pour Cillian Murphy. Ensuite, du meilleur film. Robert Downey Jr. a eu l'Oscar du meilleur acteur secondaire. Christopher Nolan du meilleur réalisateur. La meilleure musique de film également. Après, ils ont reçu l'Oscar de la meilleure photographie. Ça, je suis plutôt d'accord, hein. C'est vrai que c'est plutôt bien fait. Et enfin, du meilleur montage également. Voilà, j'espère que j'ai pas oublié, mais ils ont reçu quand même pas mal d'Oscars pour le film. Mais je ne change pas par rapport à mon idée du fait que c'est vrai que j'ai pas vraiment compris l'engouement, mais encore une fois, c'est parce que c'est pas mon style de film, je pense. Donc voilà. Pour Oppenheimer. Alors maintenant, si je devais faire un classement par rapport aux films que j'ai vus en 2023, faut pas oublier, c'est les films que j'ai vus, hein. Il y a plein de films que je voulais voir en 2023 que j'ai pas eu le temps de voir. Donc là, c'est vraiment par rapport à ce que j'ai vu. Alors dans mon flop 3, en troisième position, je mettrai Les Chevaliers du Zodiaque. Bon, je reviens pas sur les raisons du pourquoi du comment, hein. Vous voyez la vidéo bilan partie 1. Ensuite, dans mon flop 3, en deuxième position, je mettrai Quantum Mania. Et en première position de mon flop 3, je mettrai le film Blue Beetle. Voilà. Et ensuite, au niveau de mon top 3, en troisième position, je mettrai le film Nowhere, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. En deuxième position, je mettrai le film The Marvels, parce que moi, personnellement, je l'ai beaucoup aimé. Et en première position, par rapport à ce que j'ai vu, je mettrai du coup Everything Everywhere All at Once.
pour la proposition qu'ils ont faite, pour le délire, parce que c'est quand même un film qui propose énormément de choses, très déjanté. C'est vrai que ça propose énormément de choses et tout, c'est très original, et parmi tout ce que j'ai vu, ben, c'est vrai que je mettrai lui en première position. Donc voilà. Sinon, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Alors, je voulais faire aussi une vidéo bilan sur les séries que j'ai vues ou rattrapées en 2023. Et là, je sais pas si je vais la faire au final parce que je me rends compte que j'ai fait quand même pas mal de vidéos dédiées aux séries. Après, il y a des séries que je vous ai pas parlé. Et je vais peut-être juste me concentrer à la limite sur les séries dont je vous ai pas parlé. Je ne sais pas encore. Parce que sinon, les autres séries sont déjà présentées sur la chaîne en vidéo dédiée. Donc voilà. Après, c'est vrai que je prends beaucoup de temps à faire les vidéos bilan. Donc là, je me tâte, ou soit je fais des vidéos dédiées des séries. Parce que c'est dommage de mettre dans des vidéos bilan, parce que les vidéos bilan sont un peu longues et je sais pas si les personnes regardent vraiment la vidéo entièrement. Et si les gens ne regardent pas la vidéo entièrement, loupent quand même des vidéos sur des séries ou sur des films. Et pour les séries, j'ai vraiment envie que les personnes regardent, puissent prendre connaissance des séries que moi je regarde. Et je me dis que c'est peut-être mieux de le faire en vidéo dédiée. Donc voilà, je me tâte, je sais pas. Je suis encore en pleine réflexion pour ça, mais bon, je veux tellement sortir de trucs qu'à un certain moment, moi-même, je me laisse un peu submerger par tout ça. Donc, si vous voyez une vidéo bilan, c'est que j'aurais fait, si vous voyez pas, mais que vous voyez des vidéos de séries dédiées, c'est que j'aurais pris la deuxième solution et de faire des vidéos séparées. Voilà, sinon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là. Elle risque d'être un peu longue également. Mais bon, j'avais promis que je ferais la vidéo film bilan. Ça y est, j'ai tenu ma promesse entièrement. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que cela vous aura plu. Et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Bye bye!